La fusée réutilisable de Deep Blue s'élève et est détruite à l'atterrissage. Le Starship se prépare pour le vol IFT-5. L'ULA est presque prête pour son deuxième vol de certification. 2 cosmonautes battent un nouveau record spatial. SpaceX a récupéré une partie du premier étage IFT-4 après son amérissage. SpaceX va jusqu'à dire au Congrès américain que la FAA ment. ESA Aerospace et Blue Origin ont tous deux commencé leurs essais moteurs statiques. Un grand nombre de lancements de fusées ont eu lieu depuis 4 pays. Je suis Christophe Paget d'Espace News et voici votre revue spatiale. La start-up chinoise privée Deep Blue Aerospace a testé diverses parties de sa fusée réutilisable nommée Nebula 1, un lanceur de charge utile de 2 tonnes en orbite terrestre basse et fonctionnant au kérosène et oxygène liquide. En mai 2024, Deep Blue a effectué un décollage et atterrissage vertical de 1 km avec une version de fusée plus petite, utilisant un moteur Thunder 5 d'une poussée de 50 kN qui s'est bien déroulé du début à la fin. C'est ce que vous voyez d'ailleurs sur votre écran. Le 22 septembre, Deep Blue a testé une fusée beaucoup plus grosse, la Nebula 1, utilisant 3 moteurs Thunder R1 et mesurant 21 mètres de haut et 3,35 mètres de large. Il a décollé pour un test à une altitude entre 5 et 10 km en utilisant ces 3 moteurs et est redescendu sur un seul moteur sans problème. Cependant, la fusée s'est écrasée à l'atterrissage, non pas à cause de la vitesse élevée, mais le moteur s'est coupé alors que la fusée planait à quelques mètres au-dessus du sol, créant bien sûr une explosion et brisant la fusée en plusieurs morceaux. Deep Blue a en fait atteint 10 de ses 11 objectifs, vérifiant une grande partie de leur conception. La fusée à grande échelle utilisera 9 de ses moteurs Thunder 20 d'une poussée de 200 kN et devrait effectuer ses premiers vols l'année prochaine. Je voudrais saluer la pleine transparence de nos collègues chinois sur cet incident. Il n'est pas si fréquent de voir des incidents de ce genre annoncés dans les médias. Alors, merci à Deep Blue. Passons à Starbase. Le site de lancement a intensifié ses activités avec l'arrivée du premier étage super lourd numéro 12 et le Starship numéro 30 et leur empilage sur le pas de lancement. SpaceX a commencé certaines vérifications du système de lancement tel que le système de déconnexion rapide du vaisseau spatial ou le système de protection incendie et bien d'autres. Ils ont également testé le mécanisme de capture du premier étage où l'on pouvait voir le premier étage numéro 12 à sa hauteur de capture. Ensuite, SpaceX n'a pas perdu de temps pour remplir les réservoirs des 2 véhicules, testant non seulement le système du parc à carburant, mais recherchant également des fuites ou anomalies éventuelles en vue d'effectuer une répétition générale complète dans les jours, voire semaines à venir. Quant à la tour Mécasina numéro 2, SpaceX continue de relier les tuyaux entre eux dans ce labyrinthe et se prépare à effectuer la construction du pas de lancement. Sur le site de production, SpaceX a déployé le cône du nez du Starship numéro 34, celui qui sera utilisé sur l'IFT numéro 8, et a complété son empilement avec sa section de distribution de charge utile, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Pour info d'ailleurs, le vaisseau est le deuxième article en configuration version 2, et à proximité, on peut également voir de nouvelles structures en construction derrière le pont entre l'immeuble de bureaux et la Star Factory. La façade d'ailleurs de l'immeuble de bureaux est désormais terminée. ULA a publié une photo sur x.com de sa fusée Vulcan Centaur pour son deuxième vol de certification. Le vol est d'ailleurs prévu pour le 4 octobre 2024. Les étages de la fusée ont été empilés, y compris la charge utile et ses carénages, après que le vaisseau spatial Dream Chaser de Sierra Space ait été retardé et donc ne pouvait pas être lancé par ce deuxième vol de certification. Tory Bruno, le PDG d'ULA, a mentionné qu'il prévoyait d'utiliser une charge utile factice
qu'il avait déjà de disponible pour son premier vol. Mais il semble que cela ait changé. En effet, la charge utile comprend à présent des expériences, des objectifs de tests détaillés, des démonstrations et beaucoup d'apprentissage pour l'équipe du LA. Je couvrirai bien sûr ce deuxième vol, alors restez à l'écoute et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous serez heureux d'apprendre que deux cosmonautes de Roscosmos, Oleg Kononenko et Nikolai Chubb, ainsi que l'astronaute de la NASA Tracy Dyson, se sont détachés en toute sécurité de la SSI et ont atterri au Kazakhstan. Vous vous souvenez peut-être, dans l'un de mes épisodes, que le Soyouz MS-25 avait à son bord une touriste biélorusse et ont également échangé les astronautes de la NASA avec le MS-24. Pour faire court, en résumé, les deux cosmonautes ont dû rester encore 6 mois, ce qui signifie qu'ils ont séjourné à la SSI pour un séjour unique record de plus de 364 jours. Un record battu d'un peu plus de 3 jours, détenu auparavant par les cosmonautes Sergei Prokopiev, Dmitri Petelin et l'astronaute de la NASA Frank Rubio en septembre 2023. C'est peut-être génial d'être dans l'espace, mais passer plus d'1 an dans un espace confiné est un peu trop pour moi. Il y a quelques mois, SpaceX a envoyé dans l'espace la fusée la plus grosse et la plus puissante au monde, son Starship numéro 29, et le premier étage super lourd numéro 11. Il s'agissait de l'essai en vol intégré numéro 4. Si vous l'avez manqué, ne vous inquiétez pas, j'ai laissé un lien dans la description. Le premier étage a effectué un amérissage précis dans le golfe du Mexique, au moins un amérissage suffisamment précis pour donner à SpaceX l'audace de tenter la tâche difficile d'attraper son prochain premier étage super lourd numéro 12 dans les airs par les bras de sa tour Mekasila. Quoi qu'il en soit, après que les agences compétentes ont évalué les eaux dans lesquelles le premier étage 11 a améri, SpaceX a été autorisé de la repêcher des fonds marins. Ce que vous voyez est l'image de ce qui reste de la partie arrière du premier étage. Si vous regardez les images de l'amérissage du même premier étage, vous pouvez voir un amérissage en douceur, mais quelque chose s'est produit entre l'amérissage et le flottement du premier étage. Néanmoins, cela ne vaut peut-être pas trop la peine de creuser un peu plus, car le plan est bien sûr d'attraper le premier étage avec les bras de la tour Mekasila. Ces pièces de fusée ne pollueront pas davantage la mer et fourniront des indices importants sur ce qui aurait pu se passer jusqu'à l'amérissage. Restons avec SpaceX. La semaine dernière, j'ai annoncé que SpaceX était en guerre contre la FAA et cette semaine n'a pas été différente. L'administrateur de la FAA, Mike Whitaker, a été interrogé au Congrès américain sur les raisons pour lesquelles la FAA retarde la licence de vol du Starship IFT numéro 5. La réponse fournie par Mike a été fortement corrigée par SpaceX dans ce mémo, où SpaceX a poursuivi en disant que les déclarations de Mike, fournies au Congrès, étaient tout incorrectes et donc proposé une correction aux membres du Congrès Kevin Keeley. Elon Musk, étant Elon Musk, a même déclaré dans un tweet sur X.com que Mike Whitaker doit démissionner. Je ne sais pas si cela aggravera ou améliorera la situation et si les attaques d'Elon sont un coup de génie stratégique ou totalement stupide. Et la saga continue avec Kevin Keeley qui demande maintenant des éclaircissements à Mike Whitaker, disant, je cite, mettant en doute son aptitude à diriger la FAA. Bref, nous verrons dans les semaines à venir l'impact des attaques de SpaceX et d'Elon Musk sur la licence de vol de l'IFT-5. Isar Aerospace développe depuis 2018 sa fusée à 2 étages baptisée Spectrum, conçue pour transporter jusqu'à 1 tonne en orbite terrestre basse. Elle possède l'exclusivité de la seule rampe de lancement du port spatial d'Andøya, en Norvège. Elle a confirmé le début de la campagne d'essais moteurs statiques des premier et deuxième étages de sa fusée Spectrum, le même matériel qui sera utilisé pour le vol inaugural, selon la chaîne d'information European Spaceflight. Isar a déclaré que tous les composants de notre lanceur spatial Spectrum sont arrivés à Andøya et que les derniers préparatifs pour le premier essai en vol de Spectrum battent leur plein. Et nous effectuerons actuellement des tests moteurs statiques des premier et deuxième étages.
Ces tests détermineront si les systèmes répondent à toutes les exigences nécessaires pour le premier vol d'essai. Lors du panel de la World Space Business Week, le magazine Space News a rapporté que le COO d'ISAR, Stella Guillen, visait certainement cette année pour un vol inaugural de Spectrum. Le porte-parole d'ISAR a également indiqué qu'en fonction des résultats de ces tests et lorsque nous recevrons la licence NCAA, nous effectuerons le premier essai en vol dans les plus brefs délais. J'ai hâte de parler de ce nouveau joueur allemand dès que plus d'informations sont disponibles. Nous avons vu beaucoup de choses de Blue Origin comme son usine, du matériel ou une plateforme d'atterrissage en mer, mais nous n'avons pas encore vu New Glenn en action. Et cette fois-ci, c'est arrivé. Blue Origin a réalisé un essai moteur statique du deuxième étage de son New Glenn sur son pad de lancement en Floride. Il reste encore quelques étapes à franchir par Blue Origin, comme l'essai moteur statique du premier étage, l'empilage des étages, l'installation de la charge utile et du carénage, et enfin les répétitions générales. Tout cela avant un vol inaugural annoncé pour octobre 2024. Donc, évidemment, plus à venir et plus à rapporter sur cette chaîne. Je publierai prochainement une vidéo sur tous les fabricants de fusées européens, mais entre-temps, l'une d'elles, la société start-up française Hyperspace, a publié une vidéo de son dernier essai moteur parmi les pièces les plus complexes à développer de la fusée. En effet, Hyperspace développe sa fusée Baguette 1, un nom bien entendu rien d'inhabituel en France, prévu de mesurer 16 mètres de long et capable d'envoyer jusqu'à 250 km de charge utile en orbite terrestre basse. La fusée est alimentée par de l'ergol hybride, un mélange de carburant solide Hydroxyl Terminated Polybutadiene ou HTPB et carburant liquide. Hyperspace a terminé les tests moteurs à la DGA en France, permettant désormais à l'équipe de se concentrer sur le reste de la fusée. Donc, bravo Hyperspace pour cette étape majeure. Le 20 septembre, CASC lance une longue marche 2D depuis la Chine pour sa constellation Jilin 1 mission large bande 02B 01 à 06. Un peu plus tard, c'est au tour de X-Space pour lancer sa Kaizu 1A pour sa mission Tianji 2932 depuis la Chine. Le dernier lancement du jour était celui d'une SpaceX avec une mission Starlink Group 917 depuis la Californie. Le premier étage a volé pour sa 13e fois et a atterri sur un drone ship. Le 21 septembre, Rocket Lab a lancé une fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Kinéis 610, ou aussi appelée Kinéis Killed the Radiant Star. Le 24 septembre, China Rocket, une entreprise commerciale spin-off de CALT, a lancé une fusée Smart Dragon 3 depuis sa plateforme de lancement en mer depuis la Chine méridionale pour sa mission Sky Eye. Le 25 septembre, CAS a lancé une Kinetica 1 depuis la Chine pour sa constellation Jilin 1, mission SAR 01A. Le même jour, SpaceX a lancé un nouveau batch de Starlink pour sa mission Groupe 9-8 depuis la Californie. Le premier étage a volé pour sa 10e fois et a atterri sur un drone ship. Le dernier lancement de la semaine a été celui de Mitsubishi Heavy Industry avec sa fusée H2A depuis le Japon pour sa mission IGS Radar 8. En résumé, du 1er janvier au 26 septembre 2024, 180 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 111 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine, 44 de Chine et 4 du Japon. Cette semaine, je termine cet épisode avec une photo du télescope spatial James Webb de l'ARP 107 à environ 450 années-lumière dans la constellation du Lion mineur. L'image montre une paire de galaxies en interaction, aidant à comprendre la formation d'étoiles entre deux galaxies et la façon dont elles sont entrées en collision il y a des centaines de millions d'années. Les étoiles blanches et brillantes sont en fait des étoiles plus anciennes. En orange et rouge se trouvent les jeunes étoiles et les régions de formation d'étoiles. Je suis Christophe Paget pour Espace News.
À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.